Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, le meurtre de Thomas Becket, archevêque de Canterbury. Pour ce second volet de notre série d'été Un meurtre, une société, on part dans l'Angleterre du XIIe siècle. Bonjour Fanny Madeline. Bonjour. Vous êtes spécialiste de cette Angleterre médiévale, des Plantagenets. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 décembre 1170 ? Il s'est passé un meurtre dans la cathédrale, c'est-à-dire que l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, est assassiné par 4 chevaliers qui ont débarqué la veille en Angleterre pour venir demander des comptes à Becket. Ils vont le chercher. Ils arrivent à Canterbury, ils font fermer la ville. Ils déclarent publiquement qu'ils cherchent Becket pour que leur recherche soit connue et su de tous. Ils le trouvent dans le palais archiépiscopal et commencent à ce moment-là une invective sur les raisons pour lesquelles en fait Becket a essayé d'entrer en contact avec le fils du roi qui devait faire sa cour à Winchester pour la Noël, qui n'a pas réussi. Enfin, le fils du roi a refusé de recevoir Becket. Et il l'accuse de vouloir reprendre sa couronne au roi, etc. Becket tient tête, et cette manière de tenir tête et d'argumenter face aux chevaliers va le mettre en danger, parce que les chevaliers n'avaient probablement pas forcément au départ l'intention de le tuer. Les choses s'enveniment, il doit fuir dans la cathédrale en croyant trouver refuge, en pensant que les chevaliers ne viendront pas le chercher dans ce lieu sacré, surtout qu'au moment où il pénètre, il y a une messe qui est en train d'être célébrée par les moines de Canterbury. Et c'est pas n'importe quelle cathédrale, c'est la plus importante, et donc il est le premier personnage de l'église anglaise. Absolument, il est le primat d'Angleterre, donc l'archevêque de Canterbury, c'est celui qui dirige toute l'église anglaise. Et là, Becket pense trouver refuge, mais finalement les chevaliers le poursuivent jusque devant l'autel. Et à ce moment-là, ils commencent à s'affronter. Becket, apparemment, selon certains témoignages, les aurait provoqués. Et un des 4 chevaliers d'Henri II l'aurait frappé à la tête. Donc là, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a une description assez précise du massacre de Becket, qui aurait été en quelque sorte scalpé par un des chevaliers. Et donc, on a une description de son cerveau qui se répand et de son sang qui se répand sur les pavements de la cathédrale. Ce qui est important parce qu'en fait, le sang de Becket va devenir tout de suite quelque chose qui va être récupéré par les uns et les autres. Et c'est ça qui va alimenter les premiers miracles, dont l'un aurait eu lieu dès le jour de sa mort, et donc qui va expliquer pourquoi il va être canonisé 3 ans à peine, ce meurtre dans cette cathédrale de Canterbury le 29 décembre. Un meurtre dans une cathédrale, c'est quelque chose qui est profondément troublant pour une société médiévale pour laquelle l'Église est évidemment un pilier idéologique et social. C'est pas absolument inédit. Il y a le comte de Flandre qui avait été tué dans une collégiale à Bruges une quarantaine d'années avant, mais c'est quand même très, très choquant. Alors pour en arriver là, il a bien fallu qu'il y ait un antagonisme qui monte. Qui était Becket au départ ? C'est d'autant plus étonnant que des hommes du roi l'aient attaqué, ou ça paraît étonnant que des hommes du roi l'aient attaqué, parce qu'il a longtemps été un familier de ce roi Henri II. Absolument. En fait, Becket est un fils d'un marchand normand qui s'installe à Londres peu après la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Cette conquête de l'Angleterre, en fait, permet des échanges transmanche de plus en plus importants, et Londres est déjà un grand centre commercial depuis longtemps, et donc va attirer des marchands du continent qui essayent de s'installer. Donc c'est le cas de la famille Becket qui s'installe à Londres. C'est une famille de marchands qui va rapidement s'intégrer dans le milieu de ce qu'on appelle les reeves, les shérifs en fait de Londres. Son père va intégrer le milieu communal londonien, et lui il va intégrer les écoles pour apprendre à écrire, donc les écoles cléricales, et puis il va faire un séjour à Paris. Alors il n'y a pas encore l'université à ce moment-là, puisque Becket naît dans les années 1120. Il fait un séjour à Paris dans les années 1140, justement, et puis il va côtoyer ce milieu parisien
Alors, il va pas jusqu'au bout de ses études. Il doit rentrer plus rapidement. Il n'a pas la licencia docenti. Enfin, il n'a pas la fin des études qui lui permettrait de devenir maître à son tour. Et quand il rentre en Angleterre, les réseaux de son père lui permettent d'intégrer justement la cour de l'archevêque de Canterbury, qui à ce moment-là s'appelle Théobald. Et donc, il va faire ses armes en quelque sorte de clerc au service d'une administration à Canterbury avec le soutien de Théobald, qui lui-même en fait s'oppose déjà à ce moment-là au roi en place, qui est Étienne de Blois. Il s'oppose à lui et donc Théobald est obligé de partir en exil et Becket l'accompagne en exil. Donc là, il y a une sorte de schéma qui va se répéter par la suite. Et puis, quand Henri II arrive au pouvoir, donc Henri II Plantagenet, Théobald ayant soutenu Henri II, il lui présente un de ses clercs les plus prometteurs qui va intégrer la cour royale et notamment la chancellerie. Donc il devient chancelier d'Angleterre en 154 et il va servir le roi. Il est à la tête d'une administration d'une 50aine de clercs et c'est lui qui écrit toutes les lettres du roi. C'est lui qui dirige en fait l'office d'écriture de la cour royale. Donc c'est une sorte de parvenu. Ces clercs nés de la poussière qui sont très, très, très critiqués par l'aristocratie on va dire, guerrière, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui peuvent faire une promotion sociale, qui peuvent avoir comme ça une ascension sociale très forte par le service de l'écriture et le service de l'administration. Et Becket est vraiment un cas exemplaire de ça, puisqu'en fait, il est un fils de marchand normand et il va devenir chancelier d'Angleterre. Et quand Théobald meurt, le poste d'archevêque de Canterbury est vacant. Et Henri II se dit, je vais mettre un des clercs qui est le plus dévoué, Thomas Becket. C'est moi qui l'ai fait. Je lui ai permis de s'enrichir énormément. Et il décide de le nommer, de le présenter pour qu'il soit élu à cet archevêché. Et c'est à ce moment-là que les choses vont basculer complètement, puisque ce personnage qui était un clerc parvenu, qui était quand même dans l'entourage royal, et qui, d'après certains témoignages, n'était pas forcément un modèle de piété, qui avait plutôt une vie mondaine, fastueuse, des richesses, etc., devient le modèle du parfait archevêque, entièrement voué à Dieu, voué à l'Église. Et du coup, se vouer à Dieu et se vouer à l'Église, au XIIe siècle, ça peut vouloir dire s'opposer au roi. Absolument. En fait, les récits que l'on a de cette conversion, puisqu'en fait, on a là vraiment un récit de conversion de Thomas Becket, qui, au moment où en fait, il va recevoir non seulement l'onction qui lui permet d'accéder à la prêtrise, parce que jusqu'à présent, il était un clerc, mais il n'était pas prêtre. Il n'avait pas le droit d'officier, de rendre les sacrements. Et quand il devient archevêque, il va devoir rentrer dans l'ordre des prêtres. Donc ce moment très cérémoniel de prise de responsabilité et de recevoir cette onction sacrée avec cette huile sainte, etc., va en fait est décrite comme une sorte d'épiphanie pour Becket. Et surtout, la deuxième épiphanie qui va vraiment lui permettre de basculer complètement dans le giron de l'Église, c'est qu'en fait, quand on devenait quand on devenait sacré évêque, en quelque sorte, il faut aller chercher le pallium à Rome. C'est-à-dire cette chasuble qui vous permet de montrer que vous avez reçu l'investiture pontificale et donc vous êtes tout à fait légitime. Vous n'êtes pas un évêque qui a été nommé par son cousin qui est comte du coin, mais qui est véritablement au service de l'institution ecclésiale. Et donc Becket fait ce voyage à Rome. Il rencontre le pape et il reçoit le pallium. Et lors de cette deuxième cérémonie à Rome, il aurait eu cette deuxième prise de conscience que désormais, il faisait partie du camp de l'Église. Et effectivement, on est en plein moment de ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Ça fait déjà un moment qu'elle a commencé depuis le milieu du XIe siècle. Et c'est une réforme de l'Église qui se traduit à ce moment-là. C'est un slogan que Becket va souvent répéter dans ses lettres, etc., c'est la liberté de l'Église. En fait, revendiquer le fait que l'Église soit complètement autonome des pouvoirs séculiers. Et donc, justement, un des enjeux, c'est la liberté épiscopale des élections épiscopales. Donc, à la fois, lui vient de ce milieu, il a eu son poste parce que, justement, les rois ont encore un pouvoir dans l'élection des évêques, alors qu'il va prendre le parti de l'Église qui réclame, au contraire,
une indépendance totale par rapport à cette élection. Donc là, il y a vraiment, de la part d'Henri II, un sentiment de trahison énorme de son chancelier qui, en fait, a profité du système pour ensuite se retourner contre lui. Ce sentiment de trahison, il est très intéressant parce qu'au fond, c'est presque deux grammaires du pouvoir et des relations qui s'opposent. Une grammaire féodale dans laquelle on est l'homme de son seigneur et du coup, même en devenant archevêque, on est encore pris dans les liens de fidélité d'homme à homme. Et puis une grammaire ecclésiale dans laquelle il n'y a de seigneur que Dieu et que le pape qui est son représentant. Et du coup, en quelque sorte, Becket est délié de ce qu'il devrait à Henri II. Alors, il n'est pas tout à fait délié. Parce qu'en fait, en Angleterre, les seigneurs, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïcs, sont quand même des grands propriétaires terriens. Ils ont de nombreuses possessions, des grands honneurs. Et ça, c'est vrai des seigneurs laïcs comme des seigneurs ecclésiastiques. C'est-à-dire qu'en fait, les évêques, tous les prélats d'Angleterre, même s'ils sont libres dans leurs offices théoriquement, pour ce qui est de la gestion de leur temporel, en fait, sont des vassaux du roi. Et donc, en fait, il y a aussi cette situation en Angleterre qui fait que quand Henri II décide que Becket l'a trahi, Becket s'enfuit. Enfin, va s'enfuir au moment principalement de ce qu'on appelle les concessions de Clarendon et il va se faire confisquer tout son temporel. Parce que le roi a le droit, c'est fait partie de cette organisation féodale anglaise. Du coup, un évêque à qui on a confisqué ses biens, il garde quand même des formes de pouvoir symboliques, notamment le pouvoir d'excommunication. Donc là, on va voir se reproduire en quelque sorte en Angleterre quelque chose qu'on a vu entre les papes et les empereurs à la fin du XIe, au début du XIIe siècle, c'est-à-dire accusation mutuelle, déposition mutuelle, excommunication d'un côté, déposition de l'autre. Chacun avec ses armes, chacun dans son domaine, va rejouer ce conflit, cette fois qui va aller jusqu'à la mort d'un des deux protagonistes. Oui, en fait, l'excommunication, c'est un petit peu l'outil politique que Becket va avoir tendance à abuser, et qui peut-être va justement le mettre en danger. En fait, pendant qu'il était en exil, alors ce qui le fait partir en exil, c'est l'affrontement entre Henri II et Becket autour de ce qu'on appelle les constitutions de Clarendon. Donc Clarendon, c'est un palais en Angleterre dans lequel le roi réunissait souvent sa cour. Et notamment, en 1164, Henri II est en train de mettre en place le système judiciaire anglais de ce qu'on appelle la common law, c'est-à-dire en fait le système judiciaire des cours d'appel royales. Et ces cours d'appel royales, il veut qu'en fait, elles s'appliquent sur tous les sujets de son royaume. C'est un principe d'expression de sa souveraineté, y compris sur les clercs. Or, l'Église demande à ce que les clercs appartiennent à la juridiction ecclésiastique, ce qu'on appelle le fort ecclésiastique, le privilège des clercs, de n'être jugés que par d'autres clercs et non pas par la justice royale. Alors, la justice d'appel royale, c'est une justice qui est seulement pour les cas criminels. Donc ça ne concerne que les clercs meurtriers, ce qui devrait être normalement une toute petite partie. Voilà, c'est une question de principe. Mais en fait, autour de ça, c'est autour de cette question-là que vont s'affronter Henri II et Becket, puisqu'en fait, Becket veut tenir bon sur l'indépendance totale de la juridiction des clercs, alors qu'Henri II veut faire appliquer son principe de souveraineté par sa justice royale. Et donc, au moment de Clarendon, Becket promet de respecter toutes les lois du royaume, sauf celles qui conviendraient aux droits de l'Église. Et alors là, fureur d'Henri II, Becket est obligé de s'enfuir, de partir en exil. Il ne reviendra en Angleterre que quelques mois, quelques jours même avant sa mort. Depuis la France, puisqu'il va d'abord se réfugier en Flandre, puis en France à la cour du roi de France, et puis il va être accueilli aussi par les réseaux monastiques cisterciens et bénédictins, il va essayer de conserver ses positions symboliques, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que Henri II, en 1170, organise le couronnement de son fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tradition des rois, depuis UKP, de faire couronner leur fils de leur vivant pour assurer en fait une succession sans encombre. Et là, son fils est en âge de régner, et donc il veut l'associer à son règne. Mais Becket est en exil. Or, en fait, c'est un privilège de l'archevêque de Canterbury que de sacrer les rois. Donc, Henri II fait organiser la cérémonie par le deuxième archevêque qui est généralement associé à la cérémonie, qui est l'archevêque d'York, qui est un des fidèles conseillers d'Henri II. Et Becket décide de lancer une excommunication contre tous les prélats qui ont organisé
ce sacre. Ce simulacre de sacre, parce qu'il n'était pas présent, donc ça ne pouvait pas être fait dans les règles. Il conteste en fait sa légitimité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il arrive en Angleterre, il veut aller voir le jeune roi à Winchester, passer la cour avec Noël avec lui, sans doute peut-être pour lui proposer un recouronnement dans les règles, mais ça a été interprété plutôt comme il vient lui voler sa couronne. Donc c'est ça aussi qui va le mettre en danger, et que aussi le jeune roi ne veut pas laisser Becket lui donner la possibilité de remettre en cause la légitimité de sa couronne. Vous l'avez dit, il passe un moment d'exil en France. On imagine bien que pour des rivaux adversaires du roi d'Angleterre, ça peut être une aubaine que d'avoir ce personnage à la fois ultra important et en même temps à moitié déconsidéré, devenu adversaire du roi, de l'avoir dans son propre jeu politique, géopolitique. Oui, le roi de France, Louis VII, au moment où Becket arrive en France, est dans une phase très pénitentielle de son règne. On l'appelle Louis VII le Pieux. Donc c'est longtemps après son divorce avec Aliénor. Et il est très proche des clercs de sa cour et il accueille évidemment Becket avec lui. Il va essayer de se faire l'arbitre entre l'archevêque de Canterbury et Henri II, qui reste son vassal. Parce qu'Henri II a beau être roi d'Angleterre, il est aussi duc de Normandie et comte d'Anjou et duc d'Aquitaine, et à ce titre, il est vassal du roi d'Angleterre, du roi de France, pardon. Et donc il va essayer de jouer l'arbitre et d'organiser plusieurs rencontres à l'occasion de paix, en fait, de trêve qu'il fait avec son adversaire Plantagenet. Et donc, on a deux rencontres principales qui ont lieu. Une rencontre qui a lieu à Montmirail en janvier 1169, où en fait, on essaye d'aboutir à une réconciliation, mais sans y parvenir. Et puis une autre à Fréteval, l'année suivante, mais qui est juste avant le couronnement de Henri le Jeune, et donc du coup, qui ne va pas non plus véritablement aboutir, si ce n'est que Becket accepte de retourner en Angleterre. Comment on sait tout ça? Le fait que les uns les autres aient pris des positions, que Becket avait tel caractère, il y a des dialogues même qui sont restitués par certains auteurs. Comment on sait tout ça et quel crédit on peut apporter finalement au texte qui nous raconte la genèse et le développement de ce conflit? Alors, on sait tout ça parce qu'on a énormément de commentaires. On a énormément de personnes. Alors d'abord, en fait, Becket est lui-même entouré d'un certain nombre de clercs qui vont raconter sa vie, puisqu'en fait, il va être canonisé 3 ans après sa mort en 71. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une production de vita de gens qui le connaissaient. Donc, qui l'ont accompagné dans tous ces entretiens, ces entrevues, qui l'ont accompagné en exil, etc. Donc, notamment, par exemple, un homme célèbre, c'est Jean de Salisbury, qui était l'évêque de Salisbury, puis qui ensuite est devenu évêque de Chartres. Quand il a choisi le parti de Becket, il est venu s'installer en France. Il s'était rencontré à Paris, et puis dans les milieux de l'archevêque Théobald de Canterbury. D'ailleurs, c'est à Thomas Becket que Jean de Salisbury dédicace son grand œuvre qu'on appelle le Polycraticus. Donc en fait, on a de la correspondance, on a des récits. De Jean de Salisbury, de Herbert Bosham, d'un certain nombre il y a toute une production de vita. Mais alors, est-ce que c'est pas très orienté justement à charge ou à décharge? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, même si tout le monde essaye de montrer que Becket était un saint, leur interprétation des faits diverge. C'est-à-dire, en fait, les reports de citations ou des situations ne sont pas tout à fait tout le temps les mêmes. Par ailleurs, effectivement, le roi a lui-même ses clercs qui font son historiographie, ce qui permet de croiser un peu les points de vue. Mais un des éléments qui est souvent relaté, c'est les mots que Henri II aurait dit alors qu'il fêtait son Noël à Caen en 1170 et qui aurait suscité la vocation meurtrière de ces 4 chevaliers de sa cour. Donc souvent on dit « Ah, mais le roi aurait dit d'un air furieux « Qui me débarrassera enfin de cet archevêque ?» qui est la phrase qui permet une culpabilisation maximale et une responsabilisation maximale de Henri II dans le meurtre de Becket. Et puis il y a d'autres témoignages qui montrent qu'en fait c'est beaucoup plus subtil que ça. Le roi aurait dit « Cet homme que j'ai nourri, qui a mangé à ma table, et là maintenant qui se comporte de manière honteuse contre les gens de ma parenté. » Par exemple. Ça, c'est une phrase qui minimise au maximum la culpabilité d'Henri II dans l'espèce d'interprétation comme devoir faire leur devoir de ces chevaliers proches du roi,
qui font partie de sa parenté d'une manière ou d'une autre, et du coup qui veulent effectivement défendre l'honneur royal et de sa parenté dont ils font partie, et donc du coup qui vont prendre l'initiative de traverser la Manche et de régler son compte à Becket. Ce qui pose toute la question de la préméditation. Vous avez décrit une scène dans la cathédrale qui était une scène confuse, avec des échanges peut-être d'invectives, de coups, un coup qui finit par le frapper à la tête, mais c'était peut-être pas le plan initial, c'est ce que suggère ce que vous avez raconté. Ça a une conséquence très importante, c'est que ça change aussi l'image du roi. Est-ce que c'est un roi meurtrier avec préméditation? Est-ce que c'est un roi commanditaire? Est-ce que c'est un roi dépassé par ses propres hommes d'armes? Ce qui au passage n'est pas super non plus pour un roi, ça veut dire qu'il n'a pas d'autorité sur eux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la part de décision royale dans cet assassinat avec un immense retentissement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, là, on rentre un peu dans le registre des émotions médiévales. L'ira regis, c'est un mode de gouvernement qui a été beaucoup utilisé par Henri II. Ça veut dire la colère royale? La colère royale, c'est-à-dire en fait la manifestation de la colère royale terrorisait en fait sa cour par des manifestations très ostensibles de la colère, et quelque chose qui était très courant chez Henri II. Alors, c'est quelque chose qui pouvait être un peu surjoué, mais qui faisait partie de ces émotions politiques répertoriées. Il y a une autre émotion qu'on peut mettre en place, c'est que quand Thomas Becket était son chancelier, les deux hommes étaient très proches. Ils allaient à la chasse ensemble, ils partageaient des repas, il y avait une affection mutuelle réciproque qui est documentée par de nombreuses personnes. Et donc, ce qui explique aussi le sentiment d'autant plus fort de trahison d'Henri II quand Becket décide de se retourner contre lui. Il a l'impression d'avoir perdu un ami, en quelque sorte. Et là, le lien, le renversement amour-haine devient très fort. C'est un petit peu ce que essaye de montrer la scène la pièce de Jean Anouilh sur Becket. Cette amitié un petit peu presque... alors, chez Jean Anouilh, qui ressemble un peu à de l'homosexualité, même si en fait, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout le registre des émotions et des relations au Moyen-Âge, mais qui est interprété comme ça par une grande partie de l'historiographie du 19e. Et donc là, il y a ce registre émotionnel qui fait que le roi a pu aussi se laisser emporter par sa colère. C'est-à-dire, en fait, difficile peut-être aussi pour ces chevaliers de comprendre exactement de quelle colère il s'agissait de la part d'Henri II. Tout ça a des conséquences qui ne sont pas entièrement positives pour le roi qui, en apparence, l'a emporté dans son duel, dans son bras de fer, et aura un nouvel archevêque qui sera davantage docile. Sauf qu'il a commis, ou on dit qu'il a commis, un épouvantable sacrilège sur la personne de celui qui va devenir très vite un saint. Est-ce qu'on peut dire un mot des conséquences, des répercussions énormes, pas seulement en Angleterre, c'est un événement qui est commenté dans toute la chrétienté de cet assassinat? Oui, c'est quelque chose. Enfin, le meurtre de Becket va avoir un retentissement énorme, et on suppose aussi qu'il est un peu à l'origine, en tout cas, de la grande révolte des fils d'Henri II contre leur père, assez appuyé aussi par Aliénor et son ancien mari Louis VII, qui s'agrègent à cette révolte contre Henri II, parce qu'en fait, ce meurtre de Thomas Becket a vraiment affaibli Henri II. D'ailleurs, il attend, à partir des années 70, l'arrivée des légats pontificaux pour faire pénitence, qui doivent arriver depuis Rome, etc. Et cette attente, pour lui, est insoutenable. Et il va décider, pendant ces quelques mois où il attend de pouvoir régler son statut par rapport à l'Église, d'aller régler une affaire en Irlande avec un de ses chevaliers qui a pris la couronne du Leinster. Et en fait, sa campagne en Irlande débouche sur la conquête de l'Irlande. Il prend tout l'ouest de l'Irlande, il obtient la soumission d'une grande partie des rois de cette île, et donc il revient un petit peu plus, disons, avec plus d'atouts dans sa main auprès du légat pontifical, puisqu'il dit « Bon, c'est vrai que j'ai tué Becket, mais regardez, je vous amène l'Irlande dans le giron romain ». Donc, ce qui lui permet, en fait, de faire cet acte de pénitence publique qui est prévu à Avranches en 171, de manière assez hypocrite. Alors, je dirais pas hypocrite, enfin, hypocrite est peut-être un petit peu fort, mais on voit qu'en fait, il n'y a pas une grande sincérité. Il est plutôt dans une forme de négociation d'arrache-pied pour essayer de sauver son statut. Et ça ne va pas suffire, parce que l'année suivante, la révolte éclate. Une grande partie des barons vont rejoindre les fils du roi contre lui. Et au moment où Henri II est en train
de perdre le moral, il décide d'aller se rendre sur la tombe de Beckett en 1174 et là de faire une vraie pénitence. C'est-à-dire en fait, il dort, les récits racontent qu'il va dormir nu sur la tombe du saint après avoir été dans une tenue pénitentielle et avoir reçu un certain nombre de coups de martinet, enfin de fouet, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait avec un corps un petit peu marqué par cette pénitence à la fois physique et spirituelle. Et il va se passer quelque chose, c'est que 10 jours plus tard, il apprend que ses armées ont gagné contre le roi d'Écosse. Et là, il va tout de suite utiliser ça pour dire « ça y est, le saint m'a pardonné ». Et donc là, il y a, à partir du moment où Henri II arrive à récupérer Becket, toute la révolte bascule et en quelques mois, il a réussi à remettre tout au calme. Donc l'enjeu Becket, dans la révolte, la manière dont il est utilisé dans la propagande anti-Henri II avant 1974 et comment lui, il arrive à récupérer ensuite le saint pour lui, a des conséquences politiques en réalité énormes. Du côté de Becket, ça reste un personnage, on l'a dit, canonisé, un personnage représenté, des dizaines de miniatures qui montrent son assassinat et qui le montrent comme ça, et puis un personnage qui devient même un personnage de fiction historique au 19e, au 20e siècle, sans doute encore au 21e. Voilà, il fait partie du panthéon des grandes figures, on pourrait dire aussi des grandes figures d'une Angleterre qui se pense comme rétive à l'arbitraire royal, et donc il peut être récupéré par plein de gens, y compris des historiens libéraux du 19e, pas du tout proches de l'Église, mais qui pourrait voir en lui, en quelque sorte, le prototype de ceux qui défendent la liberté contre la violence royale. Oui, mais même avant, c'est-à-dire qu'en fait, un des successeurs de Becket à l'archevêché de Canterbury, c'est Étienne Langton, qui est celui qui va réussir à imposer à Jean sans Terre la Magna Carta. Et il se réclame clairement de cet héritage de Becket. Donc tout de suite, en réalité, cette protestation, cette opposition au roi, à l'arbitraire royal, à la politique coercitive des Plantagenets, devient un enjeu de construction de ce que l'aristocratie va réussir à faire passer comme la construction des libertés de l'Angleterre, alors que c'est juste la préservation des privilèges aristocratiques. Mais et effectivement, les archevêques de Canterbury, notamment Thomas Locton, qui se bat contre Henri II, va en fait soutenir ce parti-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, effectivement, cette alliance de l'aristocratie, à la fois laïque et ecclésiastique, contre la montée de la monarchie, de l'État monarchique anglais. On signalera pour les gens qui, l'été, aiment bien lire des gros volumes de romans historiques que Becket fait une apparition importante dans le roman de Ken Follett, Les piliers de la terre, autour de ces questions du pouvoir royal anglais, des cathédrales. Voilà, c'est une des scènes importantes du roman. Merci beaucoup, Fanny Malines. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du podcast paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série, Un meurtre, une société.